Effectivité du programme de développement à la base de 145 territoires de la République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde sensibilise les gouverneurs de province quant à ce dossier RAM. Quand le Parlement s'est saisi d'une question en matière des finances publiques et contrôle, l'IGF ne peut pas intervenir. Propos de Jules Alinguete, tenu lors du briefing du gouvernement aux côtés du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Au Nord Kivu, une nouvelle attaque a fait 7 morts la nuit du samedi à Boulongo sur l'axe routier Beni-Kassindi en secteur de Rwenzori. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Profitant de la présence à Kinshasa de tous les gouverneurs de province de la République démocratique du Congo, invités par le président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde les a réunis hier samedi pour les sensibiliser sur la mise en œuvre effective du programme de développement à la base des 145 territoires du pays. Il leur a demandé de faire tout pour que les populations puissent s'approprier ce projet. Ce grand projet dont nous venons de parler, c'est un grand projet qu'on n'a jamais entendu, mais qui va se matérialiser dès, je pense, très très bientôt. Donc, comme il l'a dit, nous voulons un développement à la base. Nous voulons venir de nos villages vers nos villes. Évidemment, il y a d'autres villes dans lesquelles nous allons commencer, mais le plus grand, c'est de voir ce qui se passe dans nos villages, ce qui se passe dans nos territoires et pouvoir développer ces parties de notre pays. Nous avons encore suivi les financements. C'est pour la première fois que les provinces sont payées. Il a trouvé 2 mois et 2 mois d'impaiement. Nous avons tous suivi qu'à ce jour d'aujourd'hui, il a fait pratiquement 6 mois, mais il a déjà payé 5 mois. C'est une première pour les provinces, pour les assemblées provinciales. Et il a parlé de la maximisation de recettes. Quand il n'y a pas maximisation des recettes, on ne sait pas payer. Donc s'il a payé parce qu'il a maximisé les recettes. Et nous sommes en train de suivre son pas. Nous allons aussi booster nos économies au niveau des provinces afin que cette maximisation ne reste pas seulement au niveau national. Ça doit aller aussi au niveau de la base telle qu'il le veut. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc nous lui rassurons que nous allons travailler avec ce qu'il nous a donné comme instruction pour que ce développement soit une réalité. D'ici 2023, au mois de juin, nous allons voir des bâtiments pousser dans nos territoires. Dans l'actualité également, l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete était face à la presse hier dans le cadre du briefing du gouvernement aux côtés du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, au menu des échanges, la bonne tenue des finances publiques de la RDC. Le travail de contrôle de l'inspection générale des finances et son impact dans la bonne tenue des finances publiques du pays était au centre des échanges entre l'inspecteur général des finances et les chevaliers de la plume. Interrogé au sujet du silence de l'IGF sur les registres des appareils mobiles RAM, Jules Alinguete a indiqué que du moment où le Parlement s'est déjà saisi du dossier, son service ne peut plus intervenir. Dans la foulée, l'inspecteur général des finances a précisé que le Parlement est l'organe suprême de contrôle en matière des finances publiques. Pour rappel, suite à la pression populaire exprimée par les députés nationaux, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a décidé de supprimer le paiement de frais RAM pour les téléphones de 2e génération en attendant que le Conseil des ministres puisse approfondir cette question. À noter que l'Observatoire de la dépense publique avait déploré l'opacité dans la gestion des frais générés par le RAM et en croire cette structure. Depuis le lancement du RAM en République démocratique du Congo en septembre 2020, environ 266 millions de dollars américains ont déjà été collectés. Direction l'Assemblée nationale où les députés nationaux veulent avoir l'éclairage sur la gestion de fonds alloués à la prise en charge des sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo. Une série de questions orales avec débat avait été déposée à l'attention des ministres des Affaires foncières et celui des Affaires sociales par les députés nationaux Patrick Mouniomo. Après l'éruption volcanique au Nord Kivu, les députés nationaux ou les représentants du peuple, et plus particulièrement l'élu de Goma, Patrick Mouniomo,
a déposé 2 questions orales avec débat adressées au ministre des Affaires sociales et celui de l'urbanisme et habitat. Concernant la question orale adressée au ministre des Affaires sociales et Action humanitaire et Solidarité nationale sous la gestion des fonds alloués aux sinistrés de l'éruption volcanique Nyiragongo, pour l'élu de Goma, la population veut juste savoir comment ces fonds du gouvernement central et des différents partenaires ont été utilisés. Parce qu'il s'est fait qu'il y ait encore des sinistrés qui n'ont pas d'habitation, ils passent la nuit à la Belle Étoile. Je demande au bureau de notre Assemblée nationale de voir dans quel mécanisme il faut aussi les programmer, parce que ça touche vraiment les social de la population. Ça s'observe aujourd'hui qu'il y a encore de ces sinistrés-là qui n'ont pas d'habitation, qui sont dépourvus de médicaments. Et voilà, le ministre doit venir nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Combien de maisons il a déjà construit. Si on ne voit pas clair dans ça, vous savez, nous, on se réfère toujours à la Constitution et on continue à se référer toujours aux prescrits de notre règlement d'ordre intérieur. La deuxième question adressée au ministre des Affaires foncières concernant les conflits fonciers dans la province du Nord Kivu et plus particulièrement dans la ville de Goma et les territoires de Nyiragongo. Ces conflits sont à la base des soulèvements interethniques et occasionnent des morts d'hommes. La population du Nord Kivu veut avoir des ministres des réponses claires pour voir dans quelle mesure le gouvernement de la RDC prend au sérieux la question du volcan de Nyiragongo. Au moins 7 personnes ont perdu la vie dans une nouvelle attaque ADF la nuit du samedi à Boulongo, commune située sur l'axe routier Beni-Kassindi en secteur de Wenzori, au territoire des Beni, dans la province du Nord Kivu. D'après les chefs de la localité Kilia qui confirment cette information, les activités tournent au ralenti ce dimanche à Boulongo après cette tuerie qui occasionne les déplacements des habitants vers d'autres milieux supposés sécurisés. Dossier encadrement des exploitants miniers chinois, on en parle encore. Le gouverneur militaire de l'Ituri et sa population sollicitent une enquête sur l'évaluation et les contrôles du secteur minier car l'exploitation illicite est à la base de l'insécurité. Dans une lettre adressée au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, et transmis copie au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre de la Défense, de l'Intérieur, celui de Mines, le chef d'état-major général et d'autres autorités du pays, le chef de l'exécutif provincial souligne que cette enquête consistera à identifier les Chinois dans les dragues du secteur minier de l'Ituri afin de réglementer ces domaines longtemps exploités illicitement par ces étrangers. Le lieutenant Gilles Ngongo en est son porte-parole. Au nom du gouverneur militaire, nous prions au commandant suprême de s'imprégner de cette situation, au Premier ministre, au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major général, au ministre de Mines, de faire vite en urgence, de venir à Bunia pour une enquête minutieuse. Nous avons répondu sur une voie officielle administrative, parce que nous sommes dans un état spécial, nous devons être aussi spécial par notre façon de diriger en respectant les règles et les lois de la République. Néanmoins, selon le même document, cette enquête permettra également d'évaluer certains mécanismes de perception et de destination de ces impôts et taxes par les services de tutelle en province de l'Ituri, tout en mettant en exergue les conditions d'entrée et de séjour d'exploitants miniers chinois en province. Signalant qu'à part l'accomplissement de sa mission dans le cadre de l'état de siège, celle de rétablir la paix sur l'ensemble de l'Ituri, les gouverneurs militaires, lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, est en train de mettre de l'ordre dans certains services de l'État, jadis considérés comme mangeoires de certains politiciens pour leurs intérêts mesquins qui alimentent l'insécurité en Ituri. Le ministre provincial de l'Environnement du Haut-Lomami, faisant l'intérim du gouverneur Haï en mission, Julie Banza, a effectué une visite d'inspection sur différents travaux qui s'effectuent dans la province et cela dans les soucis d'offrir les bonnes conditions de passage aux usagers de ces coins.
Le gouvernement de la province du Haut-Lomami, que dirige Kabamba Ilunga Obatame Anani, s'engage dans la construction, le réaménagement et l'assainissement des routes et ponts pour faire du Haut-Lomami une province accessible. Madame Julie Banza, ministre provinciale de l'Environnement, faisant intérim du gouverneur AI en mission, dans sa Jeep 4x4, a parcouru 50 km de route pour se rendre compte des travaux de construction du pont jeté sur la rivière Koimweni sur la nationale numéro 1, tronçon Kamina-Kishiko. Un financement du gouvernement Kabamba Ilunga Obatame visant à permettre une bonne mobilité des personnes et leurs biens, étant donné que cette route est d'intérêt très capital pour la province. Les travaux exécutés par l'Office des routes sont au terme et bientôt cet ouvrage sera mis à la disposition des utilisateurs. Madame Julie Banza a profité de l'occasion pour inviter la population holomamienne à accompagner l'autorité par la protection des ponts en construction pour l'intérêt de tous. Nous tenons à remercier l'autorité provinciale Kabamba Ilunga Obatame pour la réfection de ces ponts. Ce que nous demandons aux usagers de la route, c'est le respect du tonnage. Ces ponts ne peuvent pas supporter 60 tonnes. Nous devons préserver nos ouvrages si nous voulons vraiment le développement. Pour les ponts sur la rivière Kamina, il vient d'être armé du béton. Il ne reste que la pose de la latérite pour que la circulation redevienne normale. Il vous est déjà arrivé d'avoir du mal à retrouver une avenue dans les labyrinthes des quartiers de la ville de Kinshasa. Eh bien, pour faciliter la localisation, l'hôtel des villes a décidé d'immatriculer les rues grâce au GPS. C'est le gouverneur Jean Tiningobila qui a procédé au lancement de ce programme. Détail avec Bedrin Kingé. Dans ce mot des circonstances, l'autorité urbaine, Jean Tiningobila, alors du lancement de l'opération d'immatriculation de propriétés privées et l'implantation de panneaux indicateurs des avenues ainsi que des délimitations de communes de la ville de Kinshasa, souligné qu'à travers ce programme, la capitale congolaise marque un pas de géant et décisif dans sa quête d'une nouvelle identité. Selon lui, cette technique facilitera entre autres les opérations de recensement de la population, de recouvrement de taxes, de tarification, ainsi que des différentes programmations. En clair, ces plaques et panneaux porteront des indications et renseignements fiables entraînant la fluidité de la circulation et apportant la solution tant soit peu à l'insécurité à travers la capitale. Pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, ce projet porté par de jeunes entrepreneurs réunis au sein du Bureau de formation et de recherche pour le développement intégral s'inscrit dans la droite ligne du plan d'action stratégique global du développement de la ville. Par ce partenariat, Jean Tiningobila a indiqué que l'exécutif provincial de Kinshasa voudrait réaffirmer son engagement à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, car d'après lui, il s'agit de l'un des moyens pouvant faire éclore le génie quinois et inverser la courbe du chômage. Nous marquons un pas géant, un pas décisif dans notre quête d'une nouvelle identité pour accompagner la vision de la modernité prônée par son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car à partir de cet instant, la ville de Kinshasa amorce sa marche vers sa modernisation urbanistique. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville a invité les autorités, tant provinciales que municipales, ainsi que la population quinoise à mettre la main dans la pâte pour l'aboutissement heureux de ce projet. Au terme de cette cérémonie, le gouverneur Jean Tiningobila a inauguré quelques plaques et panneaux, notamment à la place Sosimat sur Batetela, ainsi qu'au croisement des avenues Huiléry et Mont des Arts. Écho des partis politiques, l'Union pour la nation congolaise était en meeting samedi au stade Cardinal Malula. Il était question pour son secrétaire général Billy Kambale de présenter les cadres nouvellement nommés en vue de la redynamisation du parti cher à Vital Kamerhe. Christian Kalanji était sur place. C'est une véritable démonstration de force du parti de Vital Kamerhe qui a eu lieu ce week-end dans la capitale. Le stade Cardinal Malula, dans la commune de Kinshasa, a refoulé du monde. Cadres et militants de l'Union pour la nation congolaise, venus de tous les coins de Kinshasa, ont répondu massivement à ce rendez-vous et l'ambiance était festive.
Le secrétaire général Billy Kambale, qui a transmis les salutations du président national Vital Kamerhe, a présenté les différents cadres récemment nommés avec mission de redynamiser le parti. À travers ce meeting, l'Union pour la nation congolaise a voulu donner un message fort par rapport à son organisation, son implantation et ses objectifs pour les échéances futures. C'est un meeting de vérité, comme on l'a appelé, où on n'a parlé que du parti. Et nous avons montré de manière claire que l'Union pour la nation congolaise, c'est un grand parti, un parti très bien structuré, avec à la tête de chaque structure des personnes qui connaissent leur travail, ils savent ce qu'ils veulent et où est-ce que nous devons aller. Et le parti est en train de monter en puissance. Et nous sommes vraiment déterminés à continuer de cette manière-là pour que nous puissions aller jusqu'aux échéances futures. Et je crois que vous aviez vu tous les ministres ici représentés. L'Excellence Molendo, que je représente en tant que son premier suppléant au niveau de l'Assemblée nationale, il a été empêché et tous les députés étaient là et tous les membres du parti. Donc c'est une joie et ça montre que Vital Kamerhe reste incontournable comme leader dans la politique de notre pays. Les sympathisants de Vital Kamerhe ont prouvé à la face du monde que l'UNC reste un parti de masse en République démocratique du Congo. L'Union nationale de la presse du Congo a, à travers un communiqué parvenu à notre rédaction, invité les journalistes ayant déclenché une procédure judiciaire à l'encontre de leurs confrères en cours d'exécution de ces rétractés en déant un délai de 7 jours. Plus de détails dans ce récit. Consécutivement au comportement désobligeant de certains confrères, frisant les mépris de la corporation en fâchant les dispositions de l'article 14 du Code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais qui stipule être solidaire de ses confrères et se plier à toute décision ou directive prise par les instances de la corporation, l'Union nationale de la presse du Congo porte à la connaissance de ses membres des dispositions prises par les bureaux exécutifs suivantes. Tout journaliste en régime disciplinaire a l'obligation de s'en conformer, sous peine de voir les buts et saisir la commission des disciplines pour une sanction exemplaire. Les journalistes qui exercera au cours de cette période se verra déférer en justice pour usurpation des qualités. Tout journaliste qui ira en justice contre la corporation ou un confrère est passible des sanctions d'irradiation. Par ailleurs, l'UNPC invite les journalistes ayant déclenché une procédure judiciaire à l'encontre de leurs confrères en cours d'exécution de se rétracter en déant un délai de 7 jours francs à dater de la signature du présent communiqué sous peine de connaître le sort réservé à l'INEA 2. En outre, l'UNPC témoigne sa solidarité sans faille à l'endroit du président de la section de Kinshasa, actuellement traîné injustement en justice. L'UNPC invite les journalistes au respect strict du code d'éthique et des déontologies professionnelles et à privilégier la voie des règlements des différends au niveau de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle qui est le tribunal des pairs. Les décisions du tribunal des pairs seront désormais accompagnées par les pouvoirs publics pour les strictes observances. Jasbey Zegbia, secrétaire général. Spoliation des parcs Upemba et Kundelungu ainsi que la violation de droits environnementaux. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer ces actes. La dernière en date est celle de Justicia Asbel qui alerte sur la destruction de cette flore et faune unique. Grâce Salambo signe ses reportages. Situé dans le Grand Katanga, créé en 1939 et 1970, les parcs nationaux Upemba et Kundelungu sont gravement menacés de spoliation. Justicia Asbel dénonce la construction d'un barrage hydroélectrique par l'entreprise qui passe dans le parc Upemba, ainsi que l'érection d'une ferme dans les parcs Kundelungu. Ces deux projets violent la loi et menacent l'environnement et la biodiversité. À travers une étude préliminaire dans laquelle elle épingle plusieurs sortes de spoliation de parcs, Justicia Asbel apporte sa contribution à un débat sur la place publique et appelle les autorités compétentes à la protection efficace des parcs nationaux. Le président de Justicia Asbel, Maître Timothée Mbouya, craint que les espèces protégées disparaissent ou migrent vers d'autres lieux incommodes. Même nous, société civile, nous pouvons aider, notamment en sensibilisant. Il faut sensibiliser. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est aussi faire partie de la sensibilisation. Sensibiliser les décideurs, sensibiliser les populations. Je crois que la loi 14
voudrait que nous fassions de l'éducation à l'environnement une priorité. Et en faisant de l'éducation à l'environnement une priorité, nous allons contribuer à, n'est-ce pas, lutter contre le réchauffement climatique qui n'épargne personne. Hein? Donc je crois que la société civile doit non seulement sensibiliser, mais elle doit également collaborer avec les autorités pour que soit mise un terme à toutes ces spoliations que nous avons énoncées un peu plus haut. À ce stade, il y a nécessité de mettre en place une commission chargée de clarifier les limites contenues de parcs nationaux selon les limites contenues dans les lois qui les créent. Crise politique au Mali, une délégation de l'ONU séjourne à Bamako depuis hier pour tenter de trouver des solutions idoines. Accueillie par le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, la délégation de l'ONU est co-dirigée par l'ambassadeur du Niger auprès des Nations Unies, Abdou Abari, et son homologue français Nicolas Desrivières, et comprend notamment l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas. Elle doit rencontrer les autorités maliennes, des représentants de la société civile et des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, selon le programme officiel. Parallèlement, une délégation de la junte malienne dirigée par le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagué, a rencontré vendredi et samedi à Alger des chefs de ces groupes armés, indique la médiation algérienne dans un communiqué sans précision sur ces groupes. La rencontre, on croit le colonel Ouagué, était extrêmement importante dans la mesure où elle intervient à un moment où les tensions étaient palpables entre les différentes parties signataires de l'accord de paix. La visite du Conseil de sécurité au Mali a lieu au moment où les autorités de transition affichent ouvertement leur volonté de reporter l'élection présidentielle prévue le 27 février, une date imposée par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest et CEDEAO pour un retour à un pouvoir civil. Le Conseil de sécurité de l'ONU veut un respect des délais électoraux après le 2 putsch d'août 2020 et de mai 2021. Place au rappel des titres. Effectivité du programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé sensibilise le gouverneur de province quant à ce dossier RAM. Quand le Parlement s'est saisi d'une question en matière des finances publiques et contrôle, l'IGF ne peut pas intervenir. Propos de Jules Alinguete tenu lors du briefing du gouvernement aux côtés du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Au Nord Kivu, une nouvelle attaque a fait 7 morts la nuit du samedi à Boulongo sur l'axe routier Beni-Kassindi en secteur de Rwenzori. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Espace 50. Excellent week-end à tous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.